des conflits sociaux. Alors, ici, le but de cette séance, de cette vidéo, c'est bien de comprendre la vision des sociologues, sur les conflits sociaux. Donc certains d'entre eux vont considérer le conflit social comme un élément pathologique, donc quelque chose un signe de dysfonctionnement de notre société ou au contraire un facteur de cohésion sociale. Ensuite, le deuxième angle, c'est de percevoir le conflit comme un moyen de changer les choses ou au contraire, le conflit sert surtout à ce que les choses ne changent pas. Alors, pour commencer, pathologie ou facteur de cohésion. Alors, l'auteur qui s'est positionné comme dans cette vision du conflit comme une pathologie, c'est Émile Durkheim. Alors, euh, Émile Durkheim donc va analyser les conflits comme une conséquence pathologique d'un affaiblissement ou d'un excès de normes sociales qui résultent de la division du travail. Alors il va surtout se positionner sur les conflits entre les ouvriers et les patrons à partir du XVIIIe siècle. Or, le XVIIIe siècle, c'est les débuts de la modernisation, de l'individualisme, avec notamment l'apparition de la division du travail social, qui, je vous rappelle, est source de solidarité organique et du coup de cohésion sociale. Or, Émile Durkheim a aussi souligné que cette division du travail pouvait comporter des limites et pouvait déboucher sur des situations anomiques qui résulteraient d'un sentiment de frustration ou d'une situation inégalitaire par exemple. Alors ici, l'apparition des conflits s'explique par le fait qu'on ait les maîtres ou les patrons qui s'apparent exclusivement les moyens de production et la spécialisation du coup aggrave les conditions de travail. Donc on se rapproche un peu de Marx ici. Alors à un certain niveau, donc tout comme il avait analysé la déviance, notamment le taux de criminalité, il considère qu'à un certain niveau, ça peut paraître normal. Vous avez des conflits sur la gestion de l'entreprise, etc. Donc c'est tout à fait normal. Mais à partir du moment où ces conflits deviennent vraiment beaucoup plus nombreux, donc c'est pour ça qu'on insiste sur le terme d'excès, et que la séparation se fait bien nette entre les protagonistes, et ben là, on peut parler de guerre finalement entre les acteurs sociaux. Alors, un exemple qui vient approfondir cette idée de pathologie, ce sont les émeutes urbaines de 2005, euh, dont s'est servi un candidat aux élections présidentielles pour montrer que la société, à un moment donné, n'allait pas très bien du fait de ces conflits sociaux qui témoignaient d'une situation pathologique. Donc effectivement, on avait d'un côté les jeunes de banlieues, de quartiers difficiles, qui, pour une raison d'inégalité des chances, de frustration, ben, s'étaient mis à brûler des voitures. Et c'était surtout voilà, dans le but de se confronter aux institutions que représentaient la police et la gendarmerie. Alors ce qu'il faut retenir ici dans un premier temps, c'est que ben, voilà, quand on va chercher à analyser le conflit social, ben, Émile Durkheim, lui, il va, euh, il va se positionner sur le fait que les conflits euh, illustrent les formes pathologiques en tout cas les conséquences pathologiques de la division du travail. Alors dans un premier temps, il s'était mis d'accord, enfin il s'était mis d'accord, il avait bien mis en avant le fait que la cohésion sociale, elle résulte de la solidarité organique. Mais dans certains cas, que cette solidarité organique qui est permise par la division du travail ben, pouvait donner lieu à des résultats différents, voire opposés. Donc il est évident que le conflit est une de ces formes pathologiques qui va fragiliser, qui va affecter l'intégration sociale et qui résulte d'une situation d'anomie. Ce qui va causer cette anomie, eh ben, on va avoir dans un premier temps, par exemple, un sentiment de frustration. On va
certains acteurs ne vont plus respecter certaines normes, ne vont plus se reconnaître dans certaines normes. Et du coup, ce qui s'est passé pour ces émeutes-là, vous avez certains jeunes, à cause de la frustration, des conditions de vie très difficiles, avaient de plus en plus de mal à se conformer aux normes de la société, et du coup, qui se sont carrément révoltés, hein, contre ces règles sociales. Voilà. Alors, au contraire, le conflit social peut être aussi analysé comme un facteur d'intégration sociale. Et donc c'est là qu'on va avoir un deuxième auteur qui va intervenir, à savoir Georges Simmel. Alors Georges Simmel, lui, il va véritablement analyser le conflit comme une forme d'interaction sociale. Donc ici, il dit bien, le conflit n'est pas le contraire d'une relation, mais bien un type de relation sociale. Alors, Alors, pour lui, en fait, il va d'abord analyser les causes des conflits, à savoir les envies, les haines, les désirs. Et ce sont ces causes, et non pas le conflit, donc les causes qui amènent le conflit, qui vont provoquer des ruptures des liens sociaux. Or, paradoxalement, le conflit, lui, il va intervenir dans le but de rétablir le lien social qui a pu être rompu ou qui est sur le point de l'être. On peut prendre l'exemple d'une relation amoureuse. En général, bon, lorsque vous avez suite à une situation d'infidélité par exemple, vous allez avoir un conflit qui va survenir. Ce conflit, il va soit déboucher sur une rupture du lien social, ou alors au contraire, le conflit, il va d'abord avoir lieu pour recoller les morceaux. D'accord? Donc on n'entre pas, en général, on n'entre pas en conflit avec une personne dans le but de rompre tout lien social. Le but du conflit, c'est bien de s'expliquer, de mettre les choses au clair pour que les choses restent en place. D'accord? Donc, il va véritablement, Georges Simmel, analyser le conflit comme un idéal type qui est non seulement inévitable, car les conflits sociaux sont inhérents aux sociétés humaines, finalement, mais il va aussi l'analyser comme quelque chose de nécessaire, comme un moyen, finalement, de maintenir la cohésion sociale. Alors, quels sont les arguments que les sociologues mettent en avant pour, euh, pour analyser le conflit social comme facteur de cohésion? Dans un premier temps, être en conflit, c'est avec un individu ou un groupe, c'est d'abord en connaître et reconnaître l'existence. Donc, avant d'être en conflit avec quelqu'un, il faut d'ores et déjà qu'il y ait des liens sociaux qui existent. Vous ne pouvez pas être en conflit avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous n'allez pas être en conflit avec un groupe social que vous ignorez. D'accord? Deuxième argument, le conflit est vu comme une relation sociale positive, c'est-à-dire créatrice de liens et de solidarité. Alors ici, on a aussi Pierre Bourdieu qui a étayé cette théorie. Alors, dans un premier temps, quand on affronte un groupe social, on va voir se développer une solidarité dans chaque groupe, notamment face à l'adversaire. Donc Simmel, lui, prend l'exemple des unions sacrées pendant les guerres. C'est-à-dire que à la Seconde Guerre mondiale, ou même à la Première, les Français se sont alliés aux Américains et aux Britanniques. Donc on a créé des liens de solidarité euh, pour affronter un adversaire commun. Pierre Bourdieu, lui, a mis l'accent sur le fait que on a un groupe social, on est en conflit contre un autre groupe social. Dans chaque groupe social va se développer des liens sociaux beaucoup plus forts. Okay. Deuxième façon de voir les choses, on peut aussi reconnaître que le conflit va créer une certaine forme de solidarité entre les groupes sociaux qui s'affrontent, car chaque groupe social va se mettre d'accord sur l'importance de l'enjeu. Donc vous avez du respect qui peut exister entre deux groupes adversaires. On, on poursuit le même objectif, et on peut tout à fait, deux adversaires peuvent tout à fait se respecter. Et enfin, on peut souligner que le conflit social
donc se traduit par une routinisation, une institutionnalisation des conflits, et ce qui se traduit par une régulation des conflits. Alors, la régulation des conflits, c'est un ensemble de règles qui permettent l'expression et la résolution des conflits sociaux. Quand on mène un conflit social, on ne fait pas n'importe comment. On va suivre un certain nombre de règles, on va tous suivre le même nombre de règles. On ne fait pas grève n'importe comment. On fait d'abord appel, enfin ce sont les syndicats qui vont d'abord œuvrer dans un premier temps, qui vont ensuite déposer un préavis de grève, qui vont ensuite mobiliser, etc. Donc on mène pas un conflit n'importe comment. Donc le fait est qu'on respecte on respecte le même ensemble de règles, fait que l'on est soumis à un ensemble de normes, voire de valeurs, ce qui est l'ébauche finalement d'une forme de socialisation et du coup d'une création de liens sociaux. Alors, le document 4 vient illustrer un peu tout ça. Donc, ce document, il met en avant le fait que, quel que soit notre profil, donc que l'on soit homme, femme, jeune ou moins jeune, quelle que soit notre profession, notre catégorie socio-professionnelle, notre type de contrat, etc., eh ben, on va tous avoir recours à la manif, par exemple, pour se faire entendre. Et là, pour vraiment illustrer ce document, on peut prendre l'exemple des gilets jaunes. Les gilets jaunes, vous aviez des fonctionnaires, vous aviez des libéraux, vous aviez des indépendants, des chômeurs, on avait vraiment une catégorie de personnes vraiment hétérogènes. Et du coup, on s'est créé une véritable cohésion sociale avec pour objectif la revendication de tout un ensemble de choses. Et donc là, on a clairement une création de lien social. Quand vous aviez les gilets jaunes qui étaient interviewés, certains d'entre eux mettaient en avant le fait que voilà, bah, on s'est créé une deuxième famille, etc. Donc là, on voit vraiment que le conflit, le fait d'avoir mené un conflit social a permis de créer des liens sociaux. Donc ici, pour résumer, hein, donc on va reprendre brièvement ce que l'on vient d'évoquer. Donc le conflit peut être facteur d'intégration sociale. Donc Pierre Bourdieu explique que lorsqu'un groupe social affronte un autre, ben, il doit d'abord renforcer la solidarité interne, c'est-à-dire qu'au sein même du groupe social, on va renforcer les liens sociaux, on va, euh, on va adopter des normes, des valeurs spécifiques, on va se constituer une forte identité collective qui va nous permettre de se mobiliser. D'accord. Et donc, c'est ce qui s'est vraiment passé pour les Gilets jaunes. On a vraiment une identité, donc les Gilets jaunes, qui, euh, qui, a, qui est apparue suite à l'ensemble des actions collectives. Ensuite, une autre dimension de l'intégration sociale, eh bien, c'est bien de rapprocher les groupes qui s'affrontent. Donc, chaque groupe en conflit suivent finalement le même objectif, donc reconnaissent l'importance de l'autre et du coup peuvent être amenés à négocier. Et enfin, on parle d'institution des conflits pour désigner la reconnaissance officielle de moments d'instances de négociation, donc capables de désamorcer les conflits. Donc on se met d'accord sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de moments, d'instances de négociation. Donc on sait très bien qu'on va faire appel aux syndicats, aux organisations représentatives, etc. Et on sait très bien que voilà, finalement, la manière dont on mène le conflit, il va devenir une véritable institution. Deuxième angle d'attaque pour la vision des conflits. Alors certains auteurs vont considérer le conflit comme un véritable moyen de faire changer les choses. Et là, on est en plein dans la théorie marxiste. Donc, comme on l'a vu précédemment, donc pour lui, le conflit, c'est véritablement le moteur de l'histoire. Pour lui, le conflit social, c'est ce qui va permettre aux classes ouvrières de renverser le capitalisme à travers un processus révolutionnaire. Donc je ne rentre pas dans les détails, on l'a déjà vu. Donc on a les victimes, les prolétaires, et à partir du moment où ils vont former leur classe pour soi, eh ben, ils vont être à même de faire changer les choses
par l'obtention de certaines revendications. D'accord? Toutefois, les prédictions de Marx ne sont pas réalisées car même si les salariés ont gagné de nombreuses conquêtes sociales, le capitalisme, il est toujours présent. Donc du coup, finalement, le fait est qu'on ait tout un processus révolutionnaire qui s'est mis en place ne veut pas forcément dire qu'on va véritablement changer les choses. Donc les, les choses ont changé, on a acquis un certain nombre de choses, certes, mais pas forcément ce que l'on souhaitait au départ. D'accord? Donc, pour Karl Marx, le but de ce conflit, oui, le but des conflits menés par les ouvriers était réellement, enfin en tout cas la fin le but ultime, c'était vraiment de renverser le capitalisme. Or, on a un certain nombre de changements sociaux qui ont été mis en œuvre, mais le capitalisme est toujours présent. Et du coup, ben, le fait qu'on ait acquis un certain nombre de choses, voilà, on a acquis nos congés payés, la loi des 35 heures, etc. Et ben du coup, maintenant, voilà, on considère qu'on a acquis tout ce qu'il fallait acquérir. Et ben du coup, maintenant, on se positionne comme, ben, on ne veut pas que ça change. Donc on va analyser le conflit comme une résistance au changement social, et c'est en plein dans l'actualité. Vous prenez les conflits suite à la réforme des retraites, et ben on ne veut pas que les choses changent. Que les choses changent. On veut garder nos acquis, on veut garder nos systèmes complémentaires, on ne veut pas passer à un système par points, etc. Donc aujourd'hui, on se positionne davantage comme, comme une résistance au changement social. Alors, je vous ai mis un exemple donc, de groupe social qui s'inscrit dans cette logique de refus de changement social, à savoir les Not in my backyard, pas dans mon jardin en tout cas. Donc ici, il s'agissait d'anti-éoliens qui ne voulaient pas qu'on installe des éoliennes dans un environnement naturel ou autre. Vous avez aussi alors oui, vous pouvez, on peut reprendre ici l'exemple des manifestations qui ont fait suite à la loi El Khomri, donc le code du travail, etc. On ne voulait pas réformer notre code du travail. Donc on peut dire qu'avec le temps, euh, le, on a mené davantage de luttes. Alors aujourd'hui, on mène davantage de luttes défensives euh, pour conserver en tout cas nos acquis. On ne veut pas que que les choses changent. Donc on peut prendre plusieurs exemples. Les Not in my backyard, oui, ben les manifestations suite à la réforme, notamment la première donc, de la loi du travail, et ensuite la réforme des retraites. Donc on s'inscrit de plus en plus dans une optique de défense. Euh, donc ici, on ne veut pas que les choses changent. Voilà.